C'est très inspirant. Suivant. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Avant d'aborder le fond de notre intervention, il nous semble nécessaire d'apporter une précision d'ordre institutionnel. Nous constatons avec préoccupation la tentative de présenter devant ce Conseil de sécurité, comme prétendue représentante de la société civile, une personne dont la carrière publique a été marquée par un financement constant de gouvernements étrangers et de sociétés transnationales. Les preuves sont là, accessibles à quiconque souhaite les consulter, et s'étendent sur plusieurs années. Il s'agit également de sa participation à des processus de déstabilisation politique et à la promotion de l'effondrement des institutions dans son propre pays. L'instrumentalisation de telles personnalités pour légitimer des discours conflictuels, justifier le recours à la force ou minimiser les violations du droit international ne sert ni les objectifs de ce Conseil, ni le renforcement du multilatéralisme. Au contraire, elle mine la crédibilité des débats et dénature la nature de cet organe appelé à préserver la paix et la sécurité internationale. Venons-en maintenant au fait. Monsieur le Président, le 3 janvier 2026 est une date d'une gravité historique profonde, non seulement pour le Venezuela, mais pour le système international dans son ensemble. Ce jour-là, la République bolivarienne du Venezuela a été la cible d'une attaque armée illégitime, dépourvue de toute justification légale, perpétrée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique. Cette attaque a notamment consisté en des bombardements sur son territoire, des pertes en vie civile et militaire, la destruction d'infrastructures essentielles et l'enlèvement du président constitutionnel de la République, Nicolás Maduro, et de la première dame, Cilia Flores. Le Venezuela comparaît aujourd'hui devant ce Conseil avec une profonde conviction. La paix internationale ne peut être maintenue que si le droit international est respecté, sans exception, sans deux poids, deux mesures, ni interprétation sélective. Les événements du 3 janvier constituent une violation flagrante de la Charte des Nations Unies, commise par le gouvernement des États-Unis, en particulier la violation du principe de l'égalité souveraine des États, la violation de l'interdiction absolue du recours à la force ou à la menace de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, consacrée par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte, et la violation de l'obligation de régler les différends par des moyens pacifiques. De plus, ces actes violant gravement les conventions de Genève et leurs protocoles, compte tenu des attaques indiscriminées contre la population civile et les biens civils. Le droit international des droits de l'homme a également été violé, notamment le droit à la vie, à l'intégrité physique et à la sécurité. L'enlèvement du président de la République par le gouvernement des États-Unis d'Amérique revêt une gravité particulière, car il constitue une violation directe d'une norme essentielle du droit international. L'immunité personnelle des chefs d'État en exercice. Cette immunité n'est pas un privilège individuel, c'est une garantie institutionnelle qui protège la souveraineté de l'État et la stabilité du système international. Cette méconnaissance affecte non seulement le Venezuela, mais crée également un précédent extrêmement dangereux pour tous les États représentés dans cette Chambre, quelle que soit leur taille, leur puissance ou leurs alliances. Monsieur le Président, la résolution 3314 de l'Assemblée générale définit clairement comme acte d'agression le bombardement du territoire d'un État par les forces armées d'un autre État, ainsi que l'invasion ou l'occupation, même sans annexion formelle. Les événements que nous dénonçons relèvent sans équivoque de cette définition. En 2004, la Cour internationale de justice a affirmé qu'il y a occupation lorsqu'un État exerce un contrôle effectif, même sans annexion formelle ni présence continue de troupes. La résolution 242 du Conseil de sécurité, quant à elle, souligne que l'acquisition de territoires par la force est inadmissible. La résolution 2625 de l'Assemblée générale établit que le territoire d'un État ne peut faire l'objet d'une occupation militaire résultant de l'emploi de la force en violation de la Charte. Laisser de tels actes impunis revient à normaliser la substitution de la force au droit et à saper les fondements même du système de sécurité collective. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement la souveraineté du Venezuela qui est en jeu, mais aussi la crédibilité du droit international, l'autorité de cette organisation et la validité du principe selon lequel aucun État ne peut se substituer à la justice, à la partie prenante et à l'exécution de l'ordre mondial. Monsieur le Président, nous ne pouvons ignorer un élément central de cette agression américaine. Le Venezuela est victime de ces attaques en raison de ses ressources naturelles. Le pétrole, l'énergie, les ressources stratégiques et la position géopolitique de notre pays ont toujours été source de convoitises et de pression extérieure. Lorsque la force est utilisée pour contrôler les ressources, imposer des gouvernements ou remodeler des États,
nous sommes confrontés à une logique qui rappelle les pires pratiques du colonialisme et du néocolonialisme. Accepter cette logique, c'est ouvrir la porte à un monde profondément instable où des pays disposant de capacités militaires supérieures peuvent décider par la force du destin politique et économique d'autres États. Ce scénario menace non seulement le Venezuela, mais aussi la paix et la sécurité internationale dans leur ensemble. Si l'enlèvement d'un chef d'État, le bombardement d'une nation souveraine et la menace ouverte de nouvelles actions armées sont tolérés ou minimisés, le message envoyé au monde est dévastateur. Le droit est facultatif et la force est le seul arbitre des relations internationales. Le Venezuela croit fermement à la diplomatie, au dialogue et à la coexistence pacifique entre les nations. Telle a toujours été notre position historique, et elle le reste aujourd'hui, même face à une agression de cette ampleur. C'est précisément cet engagement en faveur de la paix qui a été violé le 3 janvier. En conséquence, le Venezuela exhorte ce Conseil de sécurité à assumer pleinement ses responsabilités et à agir conformément au mandat que lui confère la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous demandons, premièrement, que le gouvernement des États-Unis d'Amérique soit tenu de respecter pleinement les immunités du président Nicolás Maduro et de la première dame Cilia Flores, ainsi que leur libération immédiate et leur retour en toute sécurité au Venezuela. Deuxièmement, que le recours à la force contre la République bolivarienne du Venezuela soit condamné clairement et sans équivoque. Troisièmement, que le principe de non-acquisition de territoire ou de ressources par la force soit réaffirmé. Et quatrièmement, que des mesures soient adoptées en vue de la désescalade, de la protection de la population civile et du rétablissement du droit international. Monsieur le Président, malgré la gravité des événements, le Venezuela tient à informer ce Conseil et la communauté internationale que ses institutions fonctionnent normalement, que l'ordre constitutionnel est préservé et que l'État exerce un contrôle effectif sur l'ensemble de son territoire. Conformément à notre Constitution, la vice-présidente exécutive, Delcy Rodriguez, prête actuellement serment en tant que présidente par intérim de la République, garantissant la continuité institutionnelle, la stabilité et la paix intérieure. Au peuple vénézuélien, nous souhaitons adresser un message de sérénité, de confiance et d'espoir. Le Venezuela est une nation qui croit en la paix, au travail et à la dignité. Notre engagement envers la diplomatie et l'état de droit est ferme et inébranlable. Nous défendons notre souveraineté sans renoncer à nos valeurs. Nous sommes attachés au dialogue et n'accepterons aucune imposition. Nous croyons en un avenir de coexistence, de développement et de respect entre les nations. Nous avons confiance que ce Conseil de sécurité saura se montrer à la hauteur et choisir la voie de la légalité, de la responsabilité collective et de la paix. Merci beaucoup, Monsieur le Président.